Bienvenue à cet entretien entre C. Patrick et DJ Solar. Avant de commencer, nous aimerions vous rappeler de visiter notre site web révolutiondesprit.com où vous trouverez de nombreux articles, plusieurs enregistrements audio non disponibles sur notre chaîne YouTube et d'autres produits dans notre boutique. Profitez-en pour vous abonner à notre infolettre et nous vous enverrons gratuitement notre livre numérique Le Primitif moderne. Et maintenant, place à l'entretien. C'est Patrick. Aujourd'hui, j'aimerais parler de fascination, c'est-à-dire la facilité avec laquelle nous les humains devenons fascinés, particulièrement envers les sujets occultes ou ésotériques. Et j'aimerais parler de l'impact de cette fascination sur notre évolution. Je pense que c'est un sujet particulièrement pertinent pour qui s'intéresse à la conscience, puisqu'il me semble beaucoup plus ardu qu'il n'y paraît, de faire la part des choses entre sujet d'intérêt réel et fascination, si je puis dire. Alors, comment définiriez-vous le phénomène de fascination? Vous posez la question à la bonne personne puisque l'entièreté de mon être dans sa configuration présente est constituée de façon à ne s'adresser qu'à ce qui est véritablement important pour l'humain dans sa quête évolutionnaire, dans son incarnation. Donc, étant ainsi constitué, je suis la meilleure personne à qui poser cette question, puisque la fascination n'est pas utile à l'humain. Même Bernard de Montréal, il y a des décennies, a mis en garde l'humain contre la fascination. Et ceci, c'est très réel puisque la fascination, ça se définit comme étant une excitation de l'âme relativement à un objet occulte sur un plan de forme dans le monde de la mort. OK, c'est toute une définition, c'est quand même très précis. Oui, et donc cette excitation de l'âme est tout à fait identique à l'émotion. Ah, d'accord. L'humain ne la vit pas d'une manière, ne le vit pas de la même façon. Mm-hmm. Mais si il y avait une émotion positive, si on veut, on pourrait dire la fascination s'en serait une. OK. Donc c'est une excitation de l'âme, et ceci signifie que l'humain, quand il est fasciné, il perd de l'énergie. Donc, c'est le même mécanisme qu'une émotion où l'humain saigne son énergie sur le plan astral et gave les entités vampiriques qui se nourrissent de lui. Donc, la fascination pour l'occulte ou pour quoi que ce soit d'autre, mais prenons pour l'occulte, est tout à fait emblématique du problème de l'humain spirituel ou de la spiritualité chez l'humain, qui représente justement un attachement excessif à ces formes dans le monde de la mort qui peuvent être utilisées pour vampiriser ces énergies lorsqu'elles sont utilisées de façon à mettre l'humain en état émotif, dont la fascination fait partie. Mm-hmm. Donc, la fascination représente une excitation de l'âme qui est une émotion positive et qui, de ce fait, peut rehausser le taux vibratoire de la conscience légèrement pendant un temps, étant donné la positivité de cette émotion, ce qui la rend particulièrement nocive puisque ça lie l'humain à des formes sur le plan astral qui lui permettent de se sentir justifié dans ce lien, étant donné cette hausse de taux vibratoire temporaire, mais qui, par la suite, peuvent être utilisés pour créer chez cet être une obsession, un engouement démesuré pour certains phénomènes, et ainsi une perte d'énergie beaucoup plus grande que le petit gain qu'il a eu initialement lors de son excitation positive envers ces formes, ce qui perpétue son esclavage envers les entités. Donc, il faut se rappeler toujours que les entités des hiérarchies usent de stratagèmes contre l'humain et sont prêts à lui donner quelques petits morceaux de chocolat avant de lui servir une tarte de merde. OK. Donc, par le truchement de la hausse de notre taux vibratoire temporaire, on se trouve à croire que c'est une bonne chose, à embarquer dans X sujet, objet de fascination, et là, on est pris au piège. On se retrouve pris au piège. Tout à fait, tout à fait. Donc, si on prend par exemple un exemple anodin, le phénomène extraterrestre. Mm-hmm. Même si Patrick a déjà parlé du phénomène extraterrestre. Mm-hmm. Mais il en a parlé toujours d'une manière qui se relie avec
le phénomène de la conscience chez l'humain et sa capacité de l'augmenter. Mais chez l'humain qui ne se soucie pas de la mise en garde contre la fascination, le phénomène UFO, ovni et extraterrestre, ce phénomène peut très bien l'amener à une fascination, une fanatisation, une fixation de sa psyché vers tout ce qui a trait à ces phénomènes. Et à ce moment-là, et même bien avant ce moment-là, l'humain ne s'occupe plus suffisamment de sa vie sur Terre, de sa vie d'être incarné, de poursuivre son expérience d'une manière qui soit productive, et à la place donne dans le fantasme de découvrir et de connaître cet inconnaissable qui est l'extraterrestre. Donc, à ce moment-là, on peut très bien utiliser, de l'autre côté, on peut très bien utiliser une forme comme le phénomène ovni et fasciner et dérober le potentiel psychique de l'humain en l'aiguillant vers un culte, si on veut, de cet inconnaissable. Et un culte de l'inconnaissable, c'est toujours un mauvais culte, parce qu'on se retrouve sur le culte. Peut-il jamais y avoir un bon culte? Mais le culte de la justesse de la science, par exemple, pourrait être un bon culte s'il existait. Il y a des associations de sceptiques qui font semblant de faire ceci, mais ils ne font que semblant. Ce sont des faux sceptiques. Alors, non, il n'y en a pas vraiment, mais il pourrait y en avoir des cultes intermédiaires dans leur capacité d'amener l'humain ou de sauvegarder l'humain contre le pire. Donc, si on prend par exemple la religion chrétienne, on peut dire que c'est un culte, mais son but était en grande partie d'éviter à l'humain le pire de ce qui pouvait l'attendre dans son évolution, et ce fut très réussi. Mais aujourd'hui, les gens ont oublié ça. Ils équivalent les valeurs chrétiennes qui sont toutes le reflet sur des plans de forme de lois qui sont fondamentalement des lois d'intelligence sur le plan morantiel. Okay. Donc, ceci, c'était très bien, mais les gens font l'équivalence entre aller à la messe et répéter les conneries que les prêtres disent et ces valeurs, alors qu'il y a mer et monde entre les deux. Donc, les gens confondent, on confond facilement l'objet avec le contenu. Exactement. Et il en va de même pour la fascination, donc avec la forme, si on veut, des extraterrestres ou du phénomène ovni, auquel des gens se sont dévoués toute leur vie, en des recherches et des expériences et plein de choses, mais que ça ne leur a rien donné de toute leur vie. Ils n'ont que stagné dans leur expérience incarnatoire, et c'était le but. Donc, ils confondent la fascination qu'ils ont pour l'objet avec la qualité de l'étude qu'ils pourraient en faire. Mais l'étude qu'ils pourraient en faire et sa qualité ne pourraient pas être utiles dans leur vie. Alors, ils sont piégés et confondant l'un avec l'autre, ils n'arrivent à rien. Bon, ils peuvent arriver à écrire plein de livres sur les secrets des extraterrestres, mais ça ne donne rien. Ils vont peut-être gagner suffisamment d'argent pour s'acheter une maison avec leurs livres sur les extraterrestres et ils vont pouvoir dire « j'ai réussi ». Mais ils ont réussi quoi? Rien. Ils ont réussi à fasciner, en tout cas, eux-mêmes et d'autres personnes. Exactement. Donc, ils servent à ce moment-là, de vecteur pour la propagation de cette fascination qui n'a rien de fondamentalement avantageuse pour l'humain. Donc, je n'ai rien contre l'expérience de la fascination. L'expérience de la fascination peut être utile. Donc, on est fasciné pendant quelques mois par exemple, un truc comme les jeux de Donjons et Dragons. Bon, on se fascine pendant quelques mois, on en sort et on se dit « Merde, j'étais très, très, très impliqué dans ce truc, qu'est-ce qui m'est arrivé? » Et on réalise que la fascination peut être dangereuse. Donc, faire l'expérience de la fascination, ça peut être très bien. Mais faire l'expérience de la fascination pendant 60 ans, ce n'est pas bien. Effectivement, non. Parce que c'est ça le problème de l'humain et qui est très exploité par les hiérarchies, c'est que l'humain est facile à embourber une fois qu'il a embarqué dans un processus. Une fois que l'humain s'embarque dans un processus, il est facile pour les hiérarchies de nourrir ce processus, de le guider, de lui
faire bénéficier de certaines récompenses psychologiques, donc du plaisir psychologique de suivre ce processus, et ça peut étirer la chose pour des durées beaucoup trop longues pour rien. Les morceaux de chocolat dont vous parliez tout à l'heure? Exactement, on parsème le chemin vers l'enfer avec des petits morceaux de chocolat, et l'humain suit jusqu'au bout. Mm-hmm. Donc ce n'est pas pour dire des choses méchantes au sujet de l'humain que j'aime, mais mettre en garde simplement au sujet de la nature animale de l'humain qui cherche le plaisir. C'est ça qui nous mène vers la fascination, alors? Cette recherche du plaisir? Oui. Fondamentalement? Oui, parce que c'est comme je disais, cette légère hausse de taux vibratoire représente un plaisir, une joie, une excitation joyeuse, si on veut, ou positive de l'âme. Et ceci, c'est plaisant. Donc, mais on confond hausse du taux vibratoire avec émotion positive. L'un et l'autre sont équivalents. OK. Sauf que le problème, c'est que l'émotion positive de la fascination peut durer, mais elle va s'accompagner d'un dépôt de plus en plus grand de la vitalité de l'être dans les formes qui sont utilisées pour générer à nouveau et encore de la fascination. Mm-hmm. Donc, il s'agit d'un cercle qui semble vertueux, c'est-à-dire qui nous ramène à un meilleur état. Ceci fonctionne ainsi. L'humain vit une excitation à la découverte de quelque chose de mystérieux. Cette excitation de son âme lui confère un statut d'énergie plus élevé qu'à son habitude, donc une hausse de taux vibratoire, mais il crédite cet objet d'étude et de fascination pour sa hausse de taux vibratoire. OK. Donc, puisque cet objet occupe son psychisme pendant qu'il vit cet état, si on veut, amélioré de son psychisme, il crédite l'objet en question d'être la cause de son état et non lui-même, ce qui est une erreur fondamentale, mais ce qui est une erreur fondamentale extrêmement facile à comprendre étant donné son inconscience. Mm-hmm. Donc, ayant commis cette erreur et ayant attribué à, par exemple, le phénomène étudié, que ce soit un phénomène ovni ou autre, paranormal, où il y en a des millions, ayant attribué donc à cette forme la responsabilité de son état amélioré durant son excitation, il devient instantanément, s'il est suffisamment inconscient, accro. Donc, dépendant de cette forme pour vivre cet état, puisqu'il a attribué à cette forme la faculté de lui faire vivre cet état. Et puisqu'il se prosterne maintenant devant cette forme comme étant la forme qui lui donne généreusement ses états, il en fait un peu sa divinité, il la vénère, et la vénérant et se prosternant devant elle comme étant la grande chose, le grand sujet de sa vie, mais à ce moment-là, il dépose allègrement beaucoup de ses énergies dedans. Donc, oui, un petit peu de ces énergies peut être utilisée par les entités qui se gavent pour rehausser son taux vibratoire un petit peu, pour l'aider à demeurer accro et continuer à se laisser vampiriser par les entités qui se cachent derrière cette forme. Donc, on vampirise l'humain non seulement par le négatif, mais par le positif également. Il ne faut pas l'oublier. Peut-on faire un parallèle entre cette dépendance, d'une certaine manière, vous parlez, c'est presque une dépendance psychique, avec les dépendances matérielles, une dépendance aux drogues, par exemple, à tout type de drogue? Absolument, puisque la dépendance requiert d'abord que l'humain ne soit pas présent en son propre centre, ce qui signifie ou représente que l'humain, à ce moment-là, n'est pas en possession de ses moyens, et n'étant pas en possession de ses propres moyens, qu'est-ce qui est en possession de ses moyens? Autre chose. Et donc, lorsqu'il attribue, par exemple, à une forme le pouvoir de le mettre dans un état de grâce relatif,
s'il peut le faire pour un objet occulte, il peut le faire pour un objet matériel. Encore d'autant plus facilement. D'autant plus facilement. Donc, il va prendre une substance, il va vivre un état agréable et il va créditer la substance de cet état agréable et il va continuer à la rechercher. Et puisque si on peut le faire avec un objet occulte, on peut le faire avec un objet matériel et vice-versa également. Donc, les drogués sont facilement fascinables et les gens fascinés sont facilement drogables. L'important, c'est que ils deviendront dépendants. Donc, la dépendance, c'est l'absence de la volonté, puisque si l'être est en possession d'un iota de volonté dans un contexte, il ne peut être dépendant. Il a la volonté, donc il peut mettre un terme à la chose. Mais le problème de l'humain, c'est qu'il n'est pas assez conscient pour reconnaître quand il a sa volonté et quand il est loin de sa volonté. À ce propos, comment peut-on faire pour reconnaître qu'on est dans un phénomène de fascination? C'est qu'il y a à la fois une excitation de l'âme, et ceci c'est facile à ressentir. Tous les gens qui sont fascinés ressentent ou sont capables de reconnaître la fascination ou plutôt l'excitation de leur âme, de un. Et de deux, il y a le caractère obsessif. Donc si on se couche à 2 heures du matin, quand on se lève à 6 heures pour aller travailler, mais qu'on se couche à 2 heures du matin parce que on veut tout savoir sur un truc, on est dans l'obsession. On est dans la dépendance. Donc, il y a aussi cette manière de voir. Mais peut-on vouloir étudier quelque chose sans tomber dans la dépendance? Bien sûr. Donc, pour représenter comment l'humain fonctionne dans ce contexte, mais l'intérêt et la fascination. Donc, ce que vous me demandez, c'est comment distinguer entre intérêt et fascination. D'accord, oui. Et l'intérêt doit toujours avoir une utilisation possible, utile et intéressante pour la vie de l'individu. Donc, si, par exemple, j'étudie la biologie, non pas par fascination et excitation de l'âme et dépendance, mais si j'étudie la biologie parce que je trouve ça intéressant de savoir comment le corps fonctionne et tenter de découvrir quels seraient les facteurs qui permettent les états de performance le plus élevés pour le corps, pour la biologie, et que ceci devient un champ d'intérêt, mais ça devient un champ d'intérêt, mais ça ne m'empêche pas d'aller travailler le matin ou de faire ma vaisselle après souper. Donc, c'est ainsi qu'on voit le déséquilibre de la fascination comparé à l'intérêt. OK. Il y a tout un défi pour nous les humains qui ont des corps animaux de veiller à ne pas tomber dans la fascination, particulièrement quand le plaisir d'avoir un corps, êtes-vous en train de me dire que je dois refuser le plaisir, par exemple? Si c'est par là que passe la chute dans la fascination. Mais comme dans tout le reste, l'humain qui n'a pas de discernement n'a pas de discernement. C'est-à-dire si vous me demandez comment savoir, ben je vous dis avec le discernement. Comment voulez-vous que je vous dise comment savoir si, par exemple, on prend le cas de quelqu'un qui n'a pas de discernement, comment il fait pour savoir? Ben, la réponse est simple, il ne peut pas. Donc, le savoir requiert le discernement. Et donc, comment discerner si le plaisir nous accroche ou si c'est le plaisir qui est plaisant, tout simplement? Mais à ce moment-là, il s'agit de regarder si le phénomène nous mène vers un comportement obsessif. Donc, si il semble nous amener vers la dépendance, vers une certaine obsession, à ce moment-là, gare à vous. Donc, si on se fascine pour, par exemple, regarder, étudier les classes d'entités qu'on suppose qui existent dans l'univers, et que la nuit, on en fait des cauchemars, mais peut-être qu'il y a là un signal pour dire, mais tu devrais peut-être plus t'occuper de ta vie que de t'occuper de ce qui se passe dans les autres dimensions, puisque ça ne semble pas te faire du bien. Donc, il y a quand même le minimum de bon sens à utiliser. C'est déjà une bonne mesure. Ça n'exige même pas de discernement.
D'accord, mais je reviens sur le fait que c'est quand même un combat de presque tous les instants de, je sais pas, transcender cette expérience d'avoir un corps animal qui est constamment un peu à la recherche du plaisir et d'arriver au-delà vers autre chose, parce qu'on peut se dire, mais la vie devient vraiment plate, là. Mais il y a un certain plaisir dans, bon, je donnais l'exemple d'étudier la biologie pour connaître comment optimiser le fonctionnement de son propre corps. Mm-hmm. Ceci est intelligent, mais ceci n'est pas dénué de plaisir. Mais ce n'est pas le même plaisir excité que lorsque la fascination domine, mais c'est un plaisir beaucoup plus subtil et qui ressemble plus à de la satisfaction. Donc, si on mange 2 litres de crème glacée d'un coup, ça goûte très bon, c'est le plaisir, mais il n'y a pas le sentiment d'avoir fait du bien à son propre corps qui l'accompagne. Donc, si on mange une nourriture qui est meilleure pour le corps à la place, on n'aura pas nécessairement les papilles tout aussi excitées, mais à la fin, on aura la satisfaction d'avoir fait quelque chose de bon pour le corps et ce ressenti de solidité et de bon fonctionnement est plus intelligent que le simple plaisir, si on veut, orgiaque du goûter sans substance. Mais ceci, ça dépend de l'évolution de l'humain. Donc, un humain qui est plus évolué va avoir tendance à rechercher ce qui est véritablement utile, et un être moins évolué va avoir tendance à rechercher sa prochaine dose d'héroïne. Autrement dit, le plaisir pur, parce qu'il est trop inconscient. Donc, un être inconscient va se coller au plaisir pur, un peu comme un papillon de nuit va se coller à une source de lumière. Il n'y a pas de conscience dans ceci. Il n'y a qu'un simple réflexe bioénergétique. Et donc, ceci reflète jusqu'à quel point l'animal est prépondérant dans l'être. Tout simplement. Donc, chez l'animal humain, le plaisir pur, sans conscience des conséquences, domine. Et puis, chez l'humain être plus évolué, mais ce genre de plaisir n'a plus d'intérêt. Il le remplace par ce qui est véritablement utile pour son incarnation, parce qu'il commence à avoir la conscience que le plaisir est temporaire, mais que la vie, au moment présent, peut être très grande. Peut-on dire à ce moment-là que plus on a tendance à vouloir rechercher un plaisir à court terme, plus ou moins on est évolué, plus on a la capacité de remettre à plus tard, d'attendre l'atteinte du dit plaisir, on est plus évolué? Ceci, c'est une question très intéressante et légèrement piégée. Je l'aime bien, merci. Alors, pour jeter la lumière là-dessus, la différence entre l'animal et l'humain, qui n'est pas un animal, mais dont le corps est un animal, mais l'humain n'est pas un animal, c'est justement la faculté de différer le plaisir. Donc, l'attrait pour le plaisir pur, en contraste à l'intérêt pour ce qui est bon ou ce qui est utile à la vie de l'être, correspond à une échelle d'animalisation. Plus l'être est animalisé, plus il va rechercher le plaisir instantané, et moins il est animalisé, plus il sera en mesure de mettre en veilleuse son désir pour le plaisir afin d'atteindre un objectif plus grand plus tard. Donc, c'est un diagnostic de niveau d'animalisation de l'être et non d'évolution de l'être. Donc, il y a une différence subtile, c'est-à-dire qu'en général, les deux se correspondent assez bien, mais même un être très évolué peut faire l'expérience d'être animalisé pendant un temps, selon les besoins de son expérience. Donc, un être peut avoir besoin de comprendre par expérience ce que c'est que d'être animalisé. À ce moment-là, il pourra s'y adonner et en sortir, et il saura quel effet ça a sur son psychisme, son corps, etc., d'être animalisé, sans nécessairement l'être encore. Donc, ceci dépend de l'individu, et il se peut que des individus évolués soient pour un temps animalisés pour des fins, donc d'expérience et de savoir expérientiel.
Peut-on dire que un des grands défis que nous avons ici, c'est justement d'à la fois bénéficier de cette condition d'un corps animal et de dépasser les conditions primitives de ce corps animal? Parce que vous parlez de passer de la recherche du plaisir un peu à la recherche de l'utile, si je puis paraphraser. Mais il peut y avoir du plaisir dans l'utile. Oui, tout à fait. C'est juste une autre sorte de plaisir. Ben, c'est un plaisir moins excitant, tout simplement. Oui. Donc, si le psychisme ne reconnaît que l'excitation du plaisir instantané comme stimulus, mais à ce moment-là, c'est un être très animalisé. Mais effectivement, il y a du plaisir dans... J'ai étudié la biologie pendant longtemps et j'ai eu beaucoup de plaisir. Donc, on peut en tirer un plaisir, mais ce n'est pas un plaisir fanatisant comme chez l'être fasciné ou chez l'être qui est en dépendance. Y a-t-il une équivalence à faire entre fascination et évasion? Comme par exemple, on s'évade, on peut dire qu'on s'évade en lisant un livre de fiction, en regardant un film. Oui, l'évasion peut mener à la fascination. Okay. Donc, il y a une correspondance qui peut s'établir. L'évasion, un peu comme la fascination, est complètement délétère à l'avancée évolutionnaire de l'humain. Mais, donc, ça peut durer un temps. Si ça dure trop longtemps, à ce moment-là, on peut réaliser qu'il y a des forces derrière cette expérience qui visent à nous embourber dedans. Car une expérience n'a pas besoin de durer bien longtemps. Alors voilà un des signaux qui peuvent nous éclairer par rapport au fait qu'on se trouve dans un phénomène de fascination. La fascination peut être utile parce que elle peut... Bon, j'ai déjà parlé de faire l'expérience de la fascination ou de l'animalisation temporaire dans le cadre d'une incarnation, d'un plan incarnatoire. Et que ceci peut être très bien géré par l'intelligence. Donc, il faut se rappeler que l'esprit, avec son intelligence, peut tout récupérer aux fins évolutionnaires de l'humain. Et donc, les hiérarchies peuvent presque tout récupérer, mais l'esprit et la lumière peuvent tout récupérer. Donc, à terme, à très long terme, c'est une certitude absolue que la lumière gagne. Okay. Le problème de l'humain, c'est qu'il n'est pas éternel. Donc, une incarnation dure 80 ans à peu près. Et puis donc, ce n'est pas beaucoup de temps pour se laisser embourber. Donc, si on devient embourbé dans quelque chose, ça devient difficile de compléter tout ce qu'il y a au programme durant l'incarnation. Mais la fascination, surtout pour l'occulte, amène une certaine fanatisation et les êtres fanatisés ont tendance à vouloir croire que ce qu'ils croient, c'est le réel. Et donc, ceci, c'est une mise en garde, disons, ça mérite une mise en garde, que si on est convaincu, il y a des chances qu'on soit un convaincu, c'est-à-dire qu'on se soit fait tromper et que on se soit fait attraper dans le filet de la vérité. Et ce qui est vrai n'est pas nécessairement réel. Et ce qui est vrai n'est pas nécessairement utile. Et donc, les êtres fascinés ont tendance à s'accrocher à ce qu'ils considèrent qui est vrai, mais à en oublier l'aspect utile ou non, et à en oublier l'aspect universel ou non. Donc, si on a une vérité, attention, elle est peut-être très contextuelle. Donc, même si le contexte est quasi universel sur Terre, par exemple, ça n'en fait pas une réalité cosmique. Ça en fait une vérité terrestre. Donc, encore une fois, si l'être a la fascination, il n'a pas le discernement et il n'a pas la faculté de vérifier sur les plans d'objectivité que cette vérité qui semble universelle sur Terre se vérifie sur les plans. Donc, si une vérité semble universelle sur Terre, mais qu'on arrive sur les plans, bon, au ciel, et on dit ceci, est-ce que vous corroborez? Et qu'on vous répond non, mais vous savez, vous avez le discernement de savoir que ceci, c'est une vérité contextuelle à, bon,
Dans un cas comme ceci, le contexte serait simplement la Terre, à l'époque où vous vivez. Mais il y a des contextes, toutes sortes de contextes pour toutes sortes de vérités. Donc, le soleil se lève-t-il toujours à l'est? Oui, mais l'est peut-il changer de direction? Voilà une autre question. Donc, c'est une démonstration de contexte. Donc, si dans un contexte, l'est se retrouvait ailleurs, le soleil se lèverait toujours à l'est, mais ce n'est pas l'est qu'on croit qu'on connaît. Donc, est-ce que notre vérité demeure vraie? Donc, la fascination, pour terminer, permet à des gens d'affirmer des choses haut et fort comme étant des absolus, mais seul le discernement peut vraiment permettre à l'humain de savoir ce qui est un absolu. S'il n'a pas le discernement, il va devenir un croyant ou même un fanatique. Et donc, on revient ici à notre enregistrement sur la croyance. En effet, il y a un beau lien à faire avec ça. Et je vais terminer en vous disant une chose. Pour la plupart de ce que c'est Patrick dit, je parle à partir de mon expérience. Je parle à partir de mon intégration. Donc, ce que je dis, je l'ai intégré, je l'ai vécu. Ou je le parle à partir d'une connexion avec les plans morontiels. Mais, j'ai beau affirmer ceci, qu'est-ce que ça vous donne à vous qui écoutez? Rien. Car si vous me croyez, vous vous mettez dans de bons draps ou dans de mauvais draps, mais vous ne pouvez pas le savoir, la couleur de vos draps. Donc, croire ce que c'est Patrick dit, c'est comme croire ce que n'importe qui dit. Ça peut mener à la fascination, ça peut mener au fanatisme, et ça peut mener à toutes sortes de déboires qui n'ont rien à voir avec le message que j'exprime. Donc, on ne doit jamais croire, ou plutôt, l'être qui croit se met dans une mauvaise posture, alors je demande qu'on ne croit pas ce que c'est Patrick dit. On écoute et on regarde et on teste et on vérifie si ça nous convient, si c'est utile dans notre vie. Et si c'est utile, excellent, je suis content. Si ce n'est pas utile, je suis content quand même. Donc ne vous en faites pas pour moi. Mais qu'on regarde par soi-même, qu'on vérifie par soi-même, mais ce qu'on sait vient toujours du plus profond de soi-même, il ne vient pas de ses Patrick. La seule personne qui peut dire ce qu'elle sait vient de ses Patrick, c'est Patrick. Merci pour cet éclairage. Si vous avez apprécié cet entretien, nous vous invitons à cliquer sur l'icône « J'aime » qui se trouve sous l'écran ou encore à partager la vidéo. Pour ne rien manquer de nos nouveaux contenus, abonnez-vous à notre chaîne et surtout cliquez sur la petite cloche pour être avisé dès qu'une nouvelle capsule est diffusée. À la prochaine!